Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce point économique. Ce matin, focus sur une décision historique au Brésil avec la condamnation de Jair Bolsonaro, un nouveau souffle diplomatique avec l'Allemagne sur le conflit israélo-palestinien et un diagnostic économique marqué, un diagnostic économique complexe aux États-Unis marqué par une inflation qui ne ralentit pas et un marché du travail qui lui montre des signes de faiblesse. C'est une décision historique pour le Brésil, mais aussi pour toute l'Amérique latine. Jair Bolsonaro, ancien président du pays, a été condamné hier à 27 ans et 3 mois de prison par la Cour suprême brésilienne. Il est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de coup d'État, incitation à la violence, menace contre les institutions démocratiques et participation à une organisation criminelle armée. Les faits remontent à début 2023, peu après sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva. Ses partisans avaient alors pris d'assaut les institutions à Brasilia dans une scène qui rappelait l'attaque du Capitole aux États-Unis 2 ans plus tôt. Bolsonaro est accusé d'avoir sciemment encouragé ces actions en diffusant de fausses informations sur le processus électoral et en entretenant un climat d'extrême tension politique. Début août, il était assigné à résidence sous surveillance électronique. Il a comparu devant la Cour suprême en visioconférence dénonçant un procès politique et clamant son innocence. Son entourage et notamment son fils, Eduardo Bolsonaro, parle de persécution judiciaire. Il accuse même certains magistrats d'agir sous influence internationale. Juridiquement, Bolsonaro est interdit de se présenter à tout mandat électif jusqu'en 2030, mais politiquement, il conserve une base de soutien forte, notamment dans le sud du pays. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir à Sao Paulo et Rio pour dénoncer cette décision. Certains évoquent quand même un coup d'État judiciaire. L'affaire pourrait avoir des répercussions régionales. Washington observe de très près et des tensions diplomatiques émergent avec certains pays sud-américains. Un tournant majeur donc pour l'avenir du Brésil à 1 an seulement de la prochaine élection présidentielle. Toujours à l'international, une initiative diplomatique d'envergure se dessine. La France, soutenue par l'Arabie Saoudite, entend relancer une solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien. Une résolution devrait être même prochainement soumise au vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est l'Allemagne qui a surpris en annonçant hier soir qu'elle soutiendrait cette proposition. Une prise de position forte qui redonne espoir à une paix durable dans une région à nouveau secouée par des tensions récentes, notamment à Gaza et en Cisjordanie. L'objectif est bien reconnaître un État palestinien aux côtés d'Israël dans des frontières à définir par des négociations encadrées par la communauté internationale. Paris et Riyad proposent une série de garanties de sécurité pour les 2 parties ainsi qu'un calendrier progressif sur 3 ans. Côté israélien, le gouvernement de Benjamin Netanyahou reste évidemment très réservé et refuse pour l'instant toute reconnaissance bilatérale sous pression. Du côté palestinien, l'accueil est globalement favorable, même si plusieurs factions appellent à des ajustements du texte. Ce soutien franco-allemand inédit depuis plusieurs années pourrait changer la donne diplomatique. L'ONU devrait débattre de cette proposition dans les prochains jours, mais des oppositions sont déjà annoncées, notamment du côté des États-Unis, traditionnels alliés d'Israël. Reste désormais à savoir si cette dynamique pourra vraiment faire bouger les lignes ou si elle restera une initiative de plus dans un dossier miné par des décennies d'échecs. Les données d'août confirment la complexité du diagnostic économique américain. D'un côté, l'inflation a accéléré davantage qu'anticipé. L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,4% sur un mois après 0,2% en juillet, portant la hausse annuelle à 2,9%, soit son plus haut niveau depuis janvier. Hors alimentation et énergie, le core CPI a augmenté de 0,3%, soit 3,1% sur un an, en ligne avec les attentes du consensus. Cette dynamique reflète notamment la hausse des prix du logement, de l'alimentation et de l'essence. Toutefois, le marché du travail, lui, envoie un signal opposé. Les demandes hebdomadaires d'allocation au chômage ont bondi à 263 000 unités, soit leur plus haut niveau depuis près de 4 ans. Ce décalage entre une inflation toujours supérieure à l'objectif de 2% et un emploi en recul alimente désormais le risque de stagflation. Dans ce contexte, les marchés jugent quasiment certain une réduction de 25 points de base du taux directeur de la Réserve fédérale américaine lors de ses prochaines réunions des 16 et 17 septembre prochains, tout en intégrant une probabilité non négligeable d'un assouplissement
de 50 points de base. Les rendements obligataires se sont détendus après la publication, le 10 ans américain reculant à 4,02%, tandis que les indices actions ont amplifié leurs gains. À moyen terme, les économistes anticipent une nouvelle vague d'inflation liée aux droits de douane imposés par Washington, dont l'effet retardé commence à se transmettre aux consommateurs. Par conséquent, Jérôme Powell devra arbitrer entre la poursuite de la désinflation sous-jacente et la nécessité d'amortir un ralentissement de l'emploi de plus en plus manifeste. La Banque centrale européenne a confirmé hier le maintien de ses taux directeurs, taux de dépôt à 2% et taux de refinancement à 2,15%. Une décision sans surprise. Les marchés obligataires attribuaient près de 99% de probabilité à ce statu quo. Pourtant, derrière la stabilité apparente, la tension monte autour de la dette française qui concentre désormais l'attention des investisseurs. Sur le plan macroéconomique, Francfort peut se targuer d'avoir ramené l'inflation dans sa cible, 2,1% en août, mais les perspectives de croissance restent fragiles. Les droits de douane de 15% imposés par Washington sur les exportations européennes ont ralenti l'activité avec une expansion limitée à 0,1% au deuxième trimestre après 0,6% précédemment. Christine Lagarde a reconnu, je la cite, que les risques sont devenus plus équilibrés tout en avertissant que la volatilité commerciale continuait de peser sur l'investissement et la consommation. Cependant, l'incertitude mondiale se double d'une crise politique majeure au sein de la zone euro. La démission de François Bayrou après l'échec de son plan d'austérité de 44 milliards d'euros a mis en lumière la fragilité des finances publiques françaises, avec une dette représentant 114% du PIB et un déficit de 5,8%. La deuxième économie de la zone euro inquiète. Les marchés n'ont pas tardé à agir. Le spread entre l'OAT à 10 ans et le Bund allemand a franchi 75 points de base, soit son plus haut niveau depuis 2020. Les flux vendeurs s'accumulent sur les OAT, signe que certains desks testent déjà la réactivité de la BCE, selon plusieurs stratèges, et notamment ceux de BNP Paribas. Pour JP Morgan, la barre des 100 points de base sur le spread OAT Bund allemand constituerait un seuil critique au-delà duquel une intervention via l'instrument de protection de la transmission deviendrait plausible. Cet outil, je vous le rappelle, permet à la BCE d'acheter des obligations souveraines en quantité illimitée pour éviter une fragmentation des marchés. Mais pour l'heure, Christine Lagarde reste prudente, privilégiant une approche réunion par réunion et refusant de s'engager sur une trajectoire monétaire. Mais dans les salles de marché, la stratégie est déjà tactique. Certains investisseurs se réfugient vers le Bund, tandis que d'autres parient sur un élargissement supplémentaire des spreads via des swaps. La BCE se retrouve ainsi sur une ligne de crête, maintenir l'ancrage de la zone euro sans donner le sentiment de cautionner les dérives budgétaires françaises. Pour les marchés, le véritable baromètre n'est plus le niveau des taux directeurs, mais la vitesse d'écartement du spread OAT Bund allemand. C'est une annonce qui rassure les milieux économiques. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a revu à la hausse sa prévision de croissance pour la France. Pour l'année 2025, le PIB devrait progresser de 0,8% contre 0,6% prévu précédemment. Une légère amélioration, certes, mais significative dans un contexte économique mondial encore instable. Selon l'INSEE, cette révision est portée par une reprise modérée de la consommation des ménages et une stabilisation de l'investissement privé. Le troisième trimestre devrait enregistrer une croissance de 0,3% et le quatrième de 0,2%. Des chiffres modestes mais positifs, notamment après un début d'année marqué par des incertitudes budgétaires et sociales. Le gouvernement salue évidemment ces perspectives, les jugeant encourageantes, tandis que certains économistes appellent à la prudence. L'inflation reste contenue autour de 3%, mais les tensions sociales et les mouvements de grève pèsent encore sur la confiance des entreprises. Dans les secteurs dynamiques, l'industrie automobile repart légèrement à la hausse, tirée par la production de véhicules électriques, et le secteur des services reste solide, mais la construction, elle, continue de souffrir de la hausse des taux d'intérêt. Enfin, cette semaine, Donald Trump a relancé la diplomatie du rapport de force en exhortant l'Union européenne à imposer jusqu'à 100% de droits de douane sur l'Inde et la Chine pour leurs achats de pétrole russe. L'objectif affiché est clair, assécher les revenus de Moscou afin de pousser Vladimir Poutine vers un cessez-le-feu en Ukraine. Cependant, cette stratégie, confirmée par plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, expose
de fortes contradictions économiques et diplomatiques. En effet, Washington souhaite entraîner Bruxelles dans une logique de sanctions secondaires. Or, l'Europe entretient encore des liens commerciaux conséquents avec la Russie à hauteur de 67,5 milliards d'euros en 2024, dont une part croissante de gaz naturel liquéfié. Malgré les discours officiels, la France, l'Espagne et les Pays-Bas figurent parmi les principaux importateurs de GNL russes. Ainsi, 3 ans après le début du conflit, l'Union européenne reste dépendante de Moscou pour près de 19% de ses besoins en gaz et en GNL. Dans ce contexte, sanctionner l'Inde et la Chine apparaît à la fois politiquement risqué et économiquement contradictoire. Du côté indien, la réaction ne s'est pas fait attendre. New Delhi dénonce des droits injustes, injustifiés et déraisonnables, alors même que son commerce bilatéral avec Moscou a atteint un record de 68,7 milliards de dollars en 2025, soit près de 6 fois plus qu'avant la pandémie. Quant à la Chine, premier acheteur de pétrole russe, elle a négocié une trêve tarifaire à Washington, révélant un certain 2 poids, 2 mesures. Pour l'Europe, l'équation reste donc complexe. Rompre avec Pékin et New Delhi reviendrait à fragiliser ses propres intérêts économiques et diplomatiques. Parallèlement, Trump pousse l'Union européenne à accroître ses achats de GNL, de pétrole et même d'énergie nucléaire américain dans le cadre d'un accord commercial qui pourrait représenter jusqu'à 750 milliards de dollars sur 3 ans. En d'autres termes, derrière l'argument géopolitique, la bataille pour les parts de marchés énergétiques reste centrale. Cette initiative illustre donc le dilemme occidental. Comment affaiblir la machine de guerre russe sans fracturer l'alliance transatlantique ni détériorer davantage les relations avec les 2 géants asiatiques? Comme le souligne Yann Brummer, un analyste, Trump cherche surtout à transférer la pression sur l'Europe tout en préservant ses propres négociations commerciales. L'Union européenne, attachée à la diplomatie plus qu'aux guerres tarifaires, pourrait bien opposer un refus poli, ce qui risquerait de tendre encore un peu plus ses relations avec Washington. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui et globalement peu de choses à se mettre sous la dent d'un point de vue macro et microéconomique. Tout au plus, c'est l'actualité monétaire qui sera au centre des préoccupations puisque l'intervention du gouverneur de la Banque d'Espagne et du responsable politique de la BCE seront scrutées de très près par les investisseurs. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont terminé en hausse, portées par la décision attendue de la Banque centrale européenne et l'inflation américaine jugée favorable à une probable baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. À Paris, Stellantis s'est illustré en tête du CAC 40 grâce aux perspectives optimistes annoncées par son directeur général. Le CAC 40 a ainsi pris 0,8% à 7823 points. À Francfort, le DAX a pris 0,3% et à Londres, le FTSE a progressé de 0,78%. L'Eurostoxx 50 a lui gagné 0,42% à 5384 points. Aux États-Unis, les marchés actions ont atteint des records, notamment le Dow Jones qui a franchi pour la première fois les 46 000 points portés par des données clés. L'inflation américaine, comme on l'a vu en août, a augmenté de 2,9% sur un an, légèrement au-dessus des attentes, mais la forte hausse des demandes d'allocation de chômage, leur plus haut niveau depuis 2021, laisse anticiper une baisse imminente des taux par la Fed. Ce contexte crée un mélange d'optimisme et d'attente sur la politique monétaire. Et malgré une inflation au-dessus de l'objectif, le marché privilégie la perspective d'un ralentissement économique stimulant les valorisations boursières et les records historiques à Wall Street. Les indices S&P 500 et Nasdaq ont également clôturé à des niveaux inédits soutenus par un climat propice aux baisses de taux comme vous l'avez bien compris. Enfin, quant au prix du pétrole, ils ont reculé hier dans un contexte d'excédent d'offres anticipées pesant sur la dynamique du marché. Un recul qui s'explique principalement par l'augmentation continue de la production, notamment par l'OPEP+, qui a relevé ses quotas depuis avril, et la croissance soutenue de l'offre hors cartel avec les États-Unis, le Brésil et le Canada proches de leur plus haut niveau historique. Par ailleurs, le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie prévoit une augmentation de la production mondiale de 2,7 millions de barils par jour, largement supérieure à la hausse prévue de la demande. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a reculé hier de 1,66% à 66,37 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison octobre, il a lui reculé de 2,04% pour clôturer à 62,37 $ l'unité. Nous allons marquer
Une toute première pause dans cette édition du 12 septembre 2025 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Antoine Quesada et son chrono caca tout de suite sur Téléfinance.